l'objectif, c'est de faire un point étape avec vous sur le 48. Récemment, on vous a envoyé une communication pour faire un petit point sur une étape hyper importante qui est le début de la construction de la coque numéro 1. Donc, ça y est, c'est parti à Lorient depuis quelques semaines maintenant. Donc, on était assez fiers de partager ça avec vous. Et aujourd'hui, on a Franck de VPLP qui est autour de la table. Vincent, je l'avais accepté, je ne le vois plus, mais si, il est là aussi. Et on a Mathias de VPLP. Donc, on a Darnay et VPLP, Darnay Design et VPLP qui sont parmi nous. Et on a Benoît aussi, donc de notre bureau d'études qui suit, que vous connaissez, et qui suit donc toutes les étapes de ce projet côté Outre-mer, à nos côtés. Et peut-être en introduction, donc on va traiter plusieurs sujets. Et en petite introduction, moi je voulais partager avec vous peut-être des photos de l'outillage et des photos et vidéos de la prod, si ça vous va. Tous ces outils, ces visuels sont assez récents, donc on n'a pas fait de montage spécial pour le moment, mais on va s'y atteler. Donc je partage ça avec vous. Ok. Donc, on y va. Je vais commencer plutôt par les visuels outillages. Hop là, avec les commentaires Mathieu qui montent. Alors, vous me dites si vous voyez bien en plein écran. Pas encore en plein écran. Mais... Ouais, je vois. Il ne veut pas l'ouvrir classiquement. Pourquoi? Alors que ça marchait il y a 2 secondes. Si c'est bon, ça arrive. Allez, et nous y voilà. C'est bon? D'accord, ça un tas de chouette. Un tas de polystyrène. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est la... Tu mets focalisation contenu. Ah oui, il voit tout. Donc, c'est pas très hydrodynamique, Guillaume. VPLP, c'est pas très... Ils sont pas trop forts là-dessus. Je vois rien, moi. Aujourd'hui, Je vois rien. Vous laissez passer les lagunes, c'est ça? Ouais, c'est ça. aujourd'hui, la fabrication d'un moule commence par des blocs de mousse qui sont mis en forme par un robot, par commande numérique. Mais après, il y a évidemment une passe à la main pour la finition. Donc, effectivement, ça se présente de façon un peu parallélépipédique. Heureusement qu'on ne le fait pas en anglais, celui-là. Oui. Je vois rien du tout, moi. Je comprends pas. C'est vrai? Ah. Est-ce que les gens voient l'image? Oui, ouais, c'est bon. Oui. D'accord. Bon, c'est pas grave. Oui, et voilà, donc on arrive assez vite à des définitions un peu plus précises qui deviennent de plus en plus. Alors ça, c'est plutôt la forme. Et ouais, ils ne sont pas trop tout dans le bon ordre. Donc ça, c'est la stratification après la mise en forme. Donc ça, c'est pour fabriquer la matrice. Ensuite, on démoule ça pour avoir un moule en négatif. Donc ça, c'est encore une forme en positif. Et là, vous pouvez voir que la nacelle est construite en 2 moitiés qui sont ensuite réunies, parce que ça prend trop de place sinon. Pour le transport, pour faciliter le transport. Et en fait, le transport dans leur cabine d'usinage est nécessaire de faire en 2 fois. Donc là, la moitié du master, c'est pour l'usinage. Et après, pour le transport, c'est divisé à un autre endroit qu'on verra un peu plus tard, entre la nacelle et la partie extérieure du flotteur. Bonjour Cyril. Bonjour. On a commencé à l'instant, on partage des visuels d'outillage là pour le moment. Très bien. Bienvenue. Donc le bateau est fait à l'envers. Hein. C'est fait exprès, tu veux dire. Vas-y, Benoît, si tu veux intervenir. Ouais, non, enfin voilà, ça c'est les dernières étapes de finition du master avant de mouler avant de le réassembler avec l'autre moitié et ensuite de tirer le moule. Donc effectivement, le master est fabriqué à l'envers. On vient mouler le moule de coque par-dessus. Et on verra un petit peu plus tard les photos du démoulage de ce grand moule qui ensuite a été transporté vers l'Orient.
C'est dans les étapes de développement d'un bateau, c'est en fait on se rend compte qu'on dessine beaucoup de choses très très en amont parce que les étapes que vous voyez là de montage d'une maquette, d'usinage, c'est l'usinage en plusieurs passes, de plus en plus fine, puis de finition à la main, puis de stratification du moule, démoulage et greffage d'une structure dessus. Tout ça, ça prend jusqu'à 9 mois. Donc en fait, quand on sait qu'ensuite on a à nouveau entre 9 et 11 mois de fabrication d'un premier bateau, effectivement, ça pousse les études très très en amont. C'est pour ça que il y a déjà 6 mois, vous voyez des formes, même 5-6 mois, vous avez vu des formes qui étaient déjà finales pour ce qui est coque, parce que en fait, il y a énormément de temps d'usinage derrière, de préparation de l'outillage. Juste fait un petit point, on a plusieurs personnes qui nous ont rejoints là en cours de route. Est-ce que tout le monde parle français? Parce que là, j'ai pas le nom de tout le monde. Tout est OK pour tout le monde? Oui. OK, ça va. Donc, on continue sur les visuels d'outillage. Pardon, merci Benoît. Pareil pour le master de pont, hein, même procédé, si ce n'est que celui-là est fabriqué à l'endroit. Mais même procédé, vous voyez là, c'est vraiment dans la cabine d'usinage. Donc c'est là où le robot qu'on voit derrière passe plusieurs fois dans chaque zone pour descendre sur un grain de plus en plus fin. Et là aussi, on est dépendant de la taille de la cabine, donc on le fait en 2 moitiés qui sont ensuite assemblées. Oui, c'est même pas seulement le transport, c'est même la cabine, ouais, tout à fait. Mais on est d'accord qu'après, il y aura les moules de coque d'un côté et les moules de la nacelle après, comme les anciens, ou ça a changé? Non, c'est exactement le même découpage de pièces que sur les autres modèles. Donc un moule de nacelle centrale avec ce qu'on appelle les bordées intérieures, un moule de chaque côté pour le bordé extérieur bâbord, bordé extérieur tribord, et un moule de pont. Okay. Et un moule de bimini. Et un moule de bimini. Et ensuite une multitude de petits moules. C'est ça. J'avance un peu sur les visuels. Ouais. Donc, tout cet outillage coque et pont a été fait en Hollande, dans un atelier qui s'appelle Netcam, qui est très, très connu dans l'industrie pour faire beaucoup d'outillage de bateaux, monocoque et multicoque. Et donc il y a beaucoup d'échanges techniques pour arriver à partager les technologies de notre chantier pour la fabrication et du leur pour la fabrication des moules. Et ensuite toute une logistique pour le transport effectivement à gérer entre la Hollande et l'Orient. Et là on passe sur Vas-y. Ouais, on passe sur la phase de construction donc à l'Orient. Tu n'as pas des images de transport de moules? Le transport de moules. J'ai. Ouais, en bas là. J'ai ça. Un retournement, c'est quand même impressionnant. Hein. C'était contrôlé. Hein. Je ne sais pas pour ceux qui ont vu les précédents moules, la structure est beaucoup plus robuste, de façon à pouvoir avoir une production plus importante. Les moules qu'on faisait il y a quelques années, c'était quelques couples en bois. Là, maintenant, on est sur de l'acier et c'est costaud. Ouais, c'est ça. Du coup, je vais repartir là-haut quand même pour on mettra tout dans le bon ordre. Donc c'est classique par rapport aux autres modèles. On a 4 pièces différentes, les demi-coques tribord et bâbord. Donc ça, c'est ce qu'on voit là, qui sont en train d'être gel-cotés. La partie centrale avec la face interne de la coque et le fond de nacelle. Et le pont qui est la 4e pièce, qui sont faits d'un seul tenant. Voilà, donc là, on a le premier parement en mat qui va permettre de faire l'accroche entre les tissus, les vrais tissus structurels roving et le gel coat. Donc ça, c'est une phase qui est faite à la main et après, tout le reste est infusé. Elle est chouette cette photo. Ouais.
Ils ont de la place alors. Ça, c'est une petite vidéo aérienne qu'on a fait de. Voilà, avec la préparation des mousses. Donc là, il y a déjà les premiers tissus. Alors sur le premier, il y a pas mal de passes à la main pour ajuster précisément tous les panneaux de mousse pour éviter d'avoir le moindre espace entre deux. C'est un jeu assez subtil pour trouver les bons, pour que la mousse, qui sont des panneaux plans, prenne le rayon de courbure de coque. Parfois, il y a un double rayon de courbure selon les zones de la coque. Eh bien, on fait des petites entailles dans la mousse, des entailles longitudinales, qui permettent de prendre cette courbe. Et le jeu subtil est de faire un minimum d'entailles pour ne pas créer des canaux de résine, qui sont du poids inutile. Et pour que les canaux, les entailles faites soient faites du bon côté pour que quand on mette la forme en mousse, le canal se referme en fait. Donc sur les premiers bateaux, ça demande beaucoup plus de temps que dans le reste de la série parce qu'on ajuste cette maille de canaux, disons, et on en rajoute au fur et à mesure pour n'avoir que les stricts nécessaires. C'est un bel outil pour la production quand même. Hein. C'est sûr que c'est les meilleures conditions de travail qu'à la grande motte. On n'a pas honte de le dire, on est même fiers. Et nous, on a la plage, on ne peut pas tout avoir. Ouais. Et le soleil. Et le soleil. À Lorient aussi, il y a du soleil. Hein. Et on sait qu'il y a du soleil plusieurs fois par jour, on le sait. On a eu plus de soleil dans le nord que dans le sud, hein. Que dans l'ouest que dans le sud. Hein. Pas la canicule, nous au moins. Je vous ferai un montage de tout ça, de toute manière, là, les photos, les vidéos, pour que ce soit plus agréable à regarder. Mais voilà, en avant-première. Et la question qui peut fâcher, et on est à l'heure au niveau du timing? Mathieu, on est sur la. On avait un peu de retard parce que le moule est arrivé en retard. Benoît, tu suis le planning? Tout à fait, ouais, on a des réunions chaque semaine pour suivre le planning vraiment à la lettre. Effectivement, il y a des aléas. Hein. L'outillage est arrivé avec du retard, donc on a démarré avec du retard. Pour l'instant, le moulage se passe bien. L'infusion doit être faite normalement début de semaine prochaine. Et voilà, après, l'expérience fait qu'on a quelques buffers tout au long du projet pour se dire que s'il y a du retard pris à un moment, on sait qu'on peut le rattraper à d'autres moments. On a plusieurs petites astuces pour ça, mais voilà. Disons que le planning est un challenge de projet, ça c'est sûr. On n'a plus beaucoup de marge de sécurité. Voilà. Pour l'instant, on est toujours sur exposer le bateau au salon de la Grande Motte, mais il faut que tout s'enchaîne bien. C'est ça. C'est vraiment notre cible, la Grande Motte en avril, 22 avril, pour être exact. Et il sera transporté comment le premier du coup? En camion. En camion? Ouais. Il sera transporté par la route, probablement jusqu'à Canet-en-Roussillon. Les camions ne peuvent pas venir avec ce type de transport jusqu'à la Grande Motte. Et donc on aura une mise à l'eau déportée à Canet-en-Roussillon et un mini convoyage. Et un mini convoyage exactement jusqu'à la Grande Motte. Ouais. Donc là, ce qu'on voit, c'était les premières étapes de pause dans lesquelles on voyait encore des espaces entre les différents pains de mousse. Là, on a fait les découpes pour trouver le bon rayon de courbure. Et depuis, les équipes sont passées avec des petites lames de mousse très très fines pour venir combler les jeux là où il y en avait. Parce que voilà, la partie poids du composite, c'est une grosse partie. Hein. Le composite, ça compte pour à peu près 40-42% du poids total du bateau.
Donc ça a une part importante. Si on a une dérive sur la partie composite, ça pèse lourd sur le poids total du bateau. Donc on tient à être très très rigoureux sur ces premières étapes qui ont un rôle clé. On va laisser la parole à Franck et Vincent, si on va parler un peu des détails d'aménagement. Ça marche. Ah, c'est bon. Alors, moi, je vais partager juste une petite chose. Alors, montrer où on en est sur le volume de rangement de l'ensemble du bateau, notamment le carré, là, que je vais vous montrer. Et après, Vincent vous montrera après l'évolution du MyFreeSpace avant bâbord et les différentes configurations. Alors, je vais partager donc ce document. Est-ce que vous le voyez? Très bien. Ok. Ouais. Hop. Voilà. Donc, le rangement dans le carré. Alors, c'est sans transition par rapport à ce que vous venez de voir, hein, évidemment. On parle de globalement toute la construction du bateau et puis nos détails de rangement du carré. Donc, on a travaillé l'ensemble du volume et on s'est aperçu qu'il y avait quand même, on s'est aperçu, on savait, hein, on l'a conçu comme ça, qu'il y avait quand même pas mal de volume de rangement dans ce 48. On est assez satisfait de ça. On a donc des meubles hauts. Un meuble haut qui va se tirer de cette façon-là, avec, vous savez qu'il y a je passe un peu les détails, mais il y a un winch qui est à tribord là, et donc le winch électrique ne nous permet pas forcément d'avoir un rangement lorsqu'il est électrique, hein, j'entends, ne permet pas d'avoir un rangement très très grand, mais quand même. Donc voilà, je passe sur le côté cuisine. Côté cuisine, on a donc un volume dans l'ensemble des bacs qui représente à peu près 45 litres. Bon, ça, c'est une proposition évidemment qu'on a fait, hein, mais évidemment, ça peut être différent selon, c'est votre choix, hein, après. Hein. Je passe également donc un rangement important dans le volume de rangement global dans ce carré, c'est la descente donc tribord, et la descente tribord, il y a ce grand volume ce grand tiroir qui est donc juste au-dessus du frigo. Ce petit frigo en dessous, c'est un frigo en option, un frigo de 50 ou 60 litres qui est en option. Donc, si vous n'avez pas cette option-là, vous avez des rangements supplémentaires en plus en dessous. Et vous avez ce grand volume, ce que vous retrouvez aussi dans les 52 et 55, grand volume avec des bacs gerbables. Et ça, il y a plus de 200 litres disponibles. Donc ça, c'est hyper pratique. Voilà. Et vous avez énormément de volume de rangement dans cette partie-là. Cette partie-là, c'est valable uniquement en version 3 cabines. C'est-à-dire qu'en version 4 cabines, vous avez la salle de bain à la place. Donc ça fonctionne. Vous n'avez pas ce volume de rangement quand vous êtes en version 4 cabines. Je passe donc à côté. Vous avez aussi des placards à côté du four. Donc, on a noté à chaque fois le volume de rangement. Donc, il est bien supérieur au 45, hein, rien à voir. Vraiment, on est plus proche du 52, mais on n'atteint pas quand même le volume du 52. Mais on en est relativement proche. Donc, grand tiroir à couvert sous la plaque de cuisson, en dessous du four en fonction du type de four que vous prenez. Et également sous l'évier. Les fours à gaz sont plus gros, plus hauts en fait que les fours électriques. Donc avec l'option cuisson électrique ou l'option cuisson mixte, vous aurez un petit four avec un tiroir en dessous. Dans le standard qui est avec un four à gaz, là le four prend plus de hauteur, donc il n'y a pas de tiroir en dessous. Voilà. Très bien. Il y a une petite option qui est d'obtenir un lave-vaisselle, d'avoir un lave-vaisselle dessous. C'est un tout petit lave-vaisselle. Hein. Donc, c'est possible d'avoir ça éventuellement, même si c'est pas hyper. Comment dire bon, ça fait du poids, ouais.
Et donc, on avait regardé ça effectivement en début de projet pour s'assurer que la cuisine permettait d'ajouter ce genre de lave-vaisselle. C'est pas les lave-vaisselle intégrés tels qu'on les connaît sur les plus gros modèles, le 55 et 5X notamment, qui avait ça. C'est un petit lave-vaisselle compact, j'ai presque envie de dire mobile. Et voilà, donc aujourd'hui, on n'a pas développé l'option, mais on sait que si c'était vraiment une prérogative pour certains d'entre vous, on saurait acheter ce modèle-là. Modèle qui s'appelle comment? C'est Bob, c'est ça? C'est ça, c'est le nom du modèle. Ok. C'est un petit lave-vaisselle 5 ou 6 couverts, voilà, et qui est avec des couleurs différentes de mémoire. Par contre, on a soigné l'espace poubelle, là, qui est donc bien. ça c'est plutôt bien parce que c'est plutôt bien placé entre le cockpit et l'intérieur du bateau, avec donc deux bacs poubelles. Très sélectif, très imagé, ouais. Ok, je passe. Donc ça c'est à l'entrée. À l'intérieur du bateau, vous avez 2 volumes de rangement, un derrière sous la cuisine, puis l'autre sous le bloc où il y a à côté du frigo principal. C'est du petit rangement, mais accessible pour mettre des petites choses dont on se sert notamment dans le cockpit. Hein. Ok. Et vous avez un rangement sous le carré, en plancher, également avec, alors c'est soit, je ne sais plus où on en est exactement là-dessus, Benoît, c'est que je ne sais plus s'il y a des bacs gerbables à cet endroit-là ou c'est simplement un filet. Alors, on regarde plusieurs options, effectivement, on regarde les options de textile, donc c'est pas finalisé, mais on regarde des options textiles pour faire des rangements ici. Pour gagner un peu de volume. Gagner un peu de volume et voilà. Et tous les bacs ou les filets, c'est dans le standard ou il y aura des options en plus? Non, ça c'est dans le standard. Ok. Et les ouvertures des traps en option aussi? Non, c'est le standard également. Non, c'est standard, oui. Dans le 51, c'était pas drôle. Dans le 51, c'était pas drôle? Ouais, il fallait ouvrir une succession de. Il y en avait un qui était ouvrable, et puis après, il fallait ouvrir les uns derrière les autres pour pouvoir ouvrir les autres trucs. C'était dans les coques. Ça, c'était dans les kits. Dans les coursiers. Oui, dans les coques. Donc là, vous avez un gros volume de rangement aussi sous la banquette, qui est à bâbord, la banquette en L. Hein. Voilà, là c'est le petit système, mais on ne le montrait pas ici, mais attends, je reparlerai peut-être plus tard. Et on retourne sur le côté de la cuisine. Alors, vous avez un meuble haut, mais qui n'est finalement pas exactement comme ça. Vous avez des portes, c'est pas un tiroir qui se tire comme ça, mais vous avez plutôt des portes. Je ne me trompe pas, c'est bien ça. Hein. On n'a pas le tiroir comme ça qui se. Finalement, on est revenu là-dessus. Hein. Bon, je ne me rappelle plus exactement. Pardon, je ne sais pas si on a plusieurs versions avec 2 portes. C'est comme ça. D'accord. Ok. Ce que tu vois là, c'est la dernière version. Okay. Par contre, tu as une empreinte pour les boîtes OXO. Oui, en fait, on a toujours ces boîtes OXO qui sont pas mal parce qu'effectivement, ça préserve de l'air et l'ensemble des aliments. Et on a calpiné en fait ces boîtes sur, l'ensemble de la grosse boîte, entre guillemets, et a été faite d'après l'empreinte des boîtes OXO. Donc là, vous pouvez en mettre 8. Puis il y en a de l'autre côté, c'était également, de l'autre côté du bateau, c'était également le cas. Donc quand vous parlez des rangements, pardon. Oui, quand vous parlez des rangements textiles dans le plancher, ça veut dire que soit on aura des curveurs PVC amovibles, soit on aura des bacs textiles fixes. Oui, c'est ça, c'est un bac textile ou un genre de trampoline, en fait, quelque chose qui laisse passer l'air. C'est un filet, mais il sera movible aussi. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est pas encore tranché si c'est des bacs gerbables tels que vous le voyez là, ou alors un genre de toile qui va, comment dire, épouser la forme de. Oui, c'est ça, qui va optimiser un peu le volume de rangement. C'est-à-dire qu'avec des bacs gerbables comme ça, on perd un peu de rangement, mais il y a un côté pratique. L'autre, on a davantage de volume, mais un peu moins pratique. En termes d'ergonomie, les bacs, c'est quand même top, quoi. Oui, d'accord. On cherche à faire une solution avec des filets qui va chercher un peu plus de volume, tout en étant quand même amovible et facile de nettoyage.
de manière à quand même le soulever aussi. Voilà, c'est en pleine étude là. C'est vrai que c'est intéressant vos réactions, dire que finalement le bac gerbable, quitte à être un poil moins peut-être, et finalement ce qu'il y a quand même de plus L'avantage pratique. du bac gerbable, c'est que vous le sortez, vous l'organisez comme vous voulez, pas à quatre pattes, vous le mettez en place et c'est réglé, quoi. On est d'accord. Ok, c'est un bon point. Après, par rapport aux végétaux, c'est un peu moins ventilé, on va dire. C'est un peu moins. Ouais, tout dépend de ce qu'on décide d'y mettre dedans. C'est exactement. Ouais. Bon, ça remplace pas le Ouais, traditionnel petite trampoline pour mettre les fruits sur des longues durées. hein. Ok, je reviens sur le voilà. Donc de ce côté-là, ça serait l'ensemble des équipements que vous pouvez laisser en place tout le temps. C'est-à-dire que vous avez bouilloire, machine à café, grille-pain et autres ici qui seraient branchés de ce côté-là. Donc on a prévu en fait cette place à cet endroit-là avec les prises qu'il faut. Voilà, donc ça fait pas partie du volume de rangement, mais c'est quand même important de souligner qu'on y a pensé à ça. Côté toujours bâbord, vous avez donc les boîtes, donc on a recalpiné. Après, on n'est pas obligé d'avoir des boîtes autant de boîtes que ça, évidemment, hein, mais ça fonctionne ainsi. C'est cool. Et enfin, bon, tout ça pour vous dire que le volume total en est près de 1700 litres, donc 1740 litres pour l'ensemble, ce qui est bien supérieur. Alors, j'ai plus le chiffre en tête du 45, mais on est bien au-dessus. De mémoire, on était à 1000. Il faudrait qu'on retrouve le chiffre exactement sur le 45, mais on est bien au-dessus. Et ça, c'est pour la version 3 cabines. Et on a un tout petit peu moins, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on perd ce volume-là lorsqu'on est en version 4 cabines ici. On est à 1550 litres à peu près lorsqu'on est en version 4 cabines. Voilà globalement le volume de rangement dans le bateau. Donc on est proche du 52, on est bien au-dessus du 45, mais pas tout à fait comme le 52. Voilà. Il y a toujours l'option pour le plan de travail supplémentaire dans la descente. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il n'est pas mentionné ici parce que ce n'est pas un volume, mais oui, il y a une tablette qui se tire ici. Alors attendez, je vais vous remettre la bonne slide qui correspond à ça, qui est donc ici. Là, vous le voyez ici. Là. Oui, ça, Ah oui, ouais. Voilà. Ça, c'est la tablette qu'on tire et qui vient se mettre jusqu'à l'autre côté de la descente. Ça, c'est une super idée. Hein. Ouais. Je crois que c'est en option. Hein. Ben, là, tu confirmes, je crois. Hein. Ouais. Oui, C'est une option, ça. Oui, tout à fait, ouais. Voilà. Voilà, donc on est arrivé au bout de la présentation. Il y a des questions là-dessus? Non, des fois, non. Non. Juste peut-être Pour les rangements, Pardon. excusez-moi. Pour les rangements sous le plancher, est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager moitié bac gerbable et moitié bac filet? Dans le deuxième bac? Oui, dans le deuxième bac. D'en faire un bac gerbable et l'autre un bac filet. Non, tu veux dire un gerbable et l'autre, au lieu qu'il soit tout filet, de faire... Ah, toi, tu voudrais dire comme sur la photo, en fait. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est deux bacs gerbables qui sont présentés. Non. Oui. Si, c'est ça. Ah, si. Eh ben, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un bac gerbable et un autre qui soit filet? Ah, ouais. Ben, je ne sais pas. Je pense que c'est envisageable, mais en fait, pour moi, c'est vraiment le type de. Nous, on va essayer de trouver ce qui nous paraît le plus adapté, le plus simple à l'usage. Après, c'est le genre de zone dans laquelle chacun va vouloir y apporter peut-être sa touche. Peut-être que vous allez dans les bacs gerbables, peut-être que vous allez vouloir avoir d'autres boîtes pour diviser les bacs. Peut-être que vous préférez ne rien avoir du tout et utiliser toute la surface de fond. Et c'est là où vous allez mettre des bouteilles un peu lourdes qui iront jusqu'au fond de nacelle. Des formes de tissu sur mesure. En fait, on peut en faire un peu de toutes les sortes, toutes les couleurs, démontables ou pas, filées ou pas. Je pense que là, ça fera aussi partie de la personnalisation que vous voulez donner à votre bateau une fois que vous l'aurez pris en main.
Mais nous, on hésite juste, on va peut-être faire un prototype de filet pour voir si on arrive à obtenir ce qu'on souhaite en termes de légèreté et de raideur quand même. Mais bon, in fine, on sait que la solution bac gerbable, c'est celle en tout cas qu'on connaît, qui fonctionne, qui est plutôt pratique et appréciée des propriétaires aujourd'hui. Donc à défaut, c'est plutôt vers ça qu'on ira. Sauf si on a trouvé la solution textile. Est-ce qu'il faut comprendre qu'il y a des cloisons tout autour du cube disponible? Oui, tout à fait. Oui. Donc ça veut dire que sans bac, en fait, on a une zone de rangement libre. Oui, tout à fait. Sans que ça se promène. En fait, si vous voulez, ça ressemble plutôt à ça. Ouais, voilà. Aujourd'hui, en termes de volume, on est comme ça. Donc, pour l'instant, on a 2 bacs gerbables. Effectivement, vous avez un peu plus de volume au centre, mais bon, on va avoir sans doute des parties latérales sur les côtés qui ne sont pas dessinées ici. D'accord. Une question sous comment ça s'appelle, la banquette. Il y avait un bac qui était dessiné et qui était censé être pour la pharmacie, mais avec une option pour mettre un accoudoir, enfin pas un accoudoir, un dossier. Oui, ici, là. Ici, à cet endroit-là. Donc ça, c'est toujours valable. C'est-à-dire que vous avez un accoudoir que vous voyez ici, d'ailleurs. Ici, là. Alors, peut-être que je ne sais pas si... je ne sais pas si je peux switcher sur ma 3D, mais en tout cas, ça va prendre un peu de temps. Mais vous voyez l'accoudoir qui est ici, enfin le coussin ici qui est ici. On peut l'enlever ici et le mettre en extrémité pour faire un coussin de veille. Hein. Ça, c'est l'option qu'on appelle coussin de veille carré. Quand vous la verrez dans vos configurations, c'est de celle-là dont on parle, ce coussin qu'on peut déplacer dans le carré. En standard, c'est un dossier fixe qui est contre la table à cartes, exactement comme sur les 52 et 55, comme vous pouvez le voir sur ces bateaux-là. Mais on s'est dit qu'en plus, la banquette du 48 étant un tout petit peu plus courte sur sa partie longie, on voulait rajouter ce dossier qui a un dépassant de banquette. Et on s'est dit que c'était plus smart de pouvoir le mettre et l'enlever pour qu'il ne soit pas toujours à poste. Et voilà, donc c'est ça, quand vous verrez l'option coussin de veille carré ou coussin de veille amovible, c'est celui-ci. Oui, et ma question était de savoir si on gardait le rangement qui était en dessous, parce qu'il y avait une sorte de structure. Il y a de la structure, donc la structure prend une partie, mais en fait c'est à peu près ce qu'on voit là à l'écran. Hein. La structure prend la longueur des platines gris clair qu'on voit là sur le dessus de banquette. Mais là où la trappe est ouverte, c'est bien du rangement. Très bien, super. Moi, j'avais une question par rapport à la table du carré qu'on voit un peu, qui était encore en cours d'étude, je crois. Donc, c'est bien une table qui peut se descendre complètement pour configurer un couchage supplémentaire ou qui peut un peu se décaler latéralement quand on est en configuration basse, un peu table basse, c'est ça? Donc, elle ne se décale pas, mais elle monte et elle descend et elle a 2 battants qui s'ouvrent. Ok. Parce que dans certains visuels, au départ, elle descendait, elle pouvait un peu coulisser pour laisser un peu de place, mais ok. Ouais, en fait, ce qu'on ne peut pas faire, c'est on n'a pas encore de solution pour combiner à la fois vous savez, sous ces tables dépliantes, on a une structure aluminium qu'on vient déplier pour que le battant ait un bon support. Et en fait, on ne peut pas combiner cette extension des battants et du coulissant. Donc on a choisi, c'est comme sur 52 et 55, c'est le repliant de la table qui crée l'espace autour pour circuler, pour s'asseoir, etc. Et par contre, en dépliant, là on trouve la taille idéale pour être facilement à 8 autour de la table. 6. C'est bien, Non, c'est 6 en intérieur et 8 en extérieur. Voilà, 6 en intérieur. Les petits cubes, les cubes multifonctions que vous avez en assises complémentaires, là, c'est purement dessin ou c'est des choses qui vont être produites? Les cubes multifonctions, qu'est-ce que vous entendez? Le pouf. Les poufs, c'est ça, là? Ce que vous voyez là? Ouais. Ça, c'est en cours. Ça, c'est en cours. On a un prototype qui est ici à l'agence. Et on est en train de regarder la faisabilité pour voir si c'est voilà, peut-être que je ne sais pas si vous pouvez le voir sur l'image de Vincent qui vous le montre à la caméra, mais c'est peut-être un peu petit pour vous, sauf si vous cliquez sur le
Voilà, vous avez le prototype là sous les yeux, mais on n'est pas encore totalement au point d'un point de vue industriel sur ce sujet, donc on avance là-dessus et on espère être au point au moment de la présentation du bateau. Mais c'est plutôt séduisant. C'est plutôt léger, ça fonctionne bien, mais bon, c'est de toute façon pas. Enfin, ça vient, c'est soit ça, soit une chaise, quoi, soit un pouf ou autre. Et donc, je vous ai mis comme là sur l'écran le fameux dossier de veille. Voilà, je vais fermer la table et voilà. Et vous avez le dossier de veille ici, quoi. Donc il sera retiré contre la table à cartes. Voilà, dans ce cas-là, lorsqu'il est ici, vous l'avez plus de l'autre côté à cet endroit-là. Hein. Voilà. Donc on choisit en fait en fonction, si vous avez une veille à faire, vous le mettez là. Et effectivement, ça réduit un petit peu la longueur de passage, mais c'est que pour la nuit, quoi. Okay. Il est déjà 40, il reste 20 minutes si on veut respecter le timing. Ouais. Eh ben, j'arrête de partager. Nous, on a fini, enfin moi j'ai fini pour le volume de rangement et peut-être que Vincent propose le MyFreeSpace. Ouais, je pense que c'est bien MyFreeSpace de pouvoir le partager. Oui, alors vous allez voir directement la 3D, comme ça on va pouvoir manipuler. Bon, évidemment, il y a un MyFreeSpace, j'imagine que vous avez bien compris combien il y en avait. Il y en a 5. Le premier étant le cabin double classique, que tout le monde connaît. On a un deuxième MyFreeSpace qui est celui-ci, qui est un combo. Alors je vais vous montrer un peu comment déployer les choses. Il faut que... Hop, celui qu'on appelle le super combo, voilà. On l'appelle comme ça. Il s'appelle comme ça. C'est-à-dire que vous rentrez dans la cabine, il est comme ça, c'est un grand bureau avant tout, avec un petit abattant, et on a un lit qui se déplie, on a du rangement en haut avec des bacs gerbables. On a un petit peu de rangement en bas, c'est pas énorme, mais après on a tout le bloc penderie qui est toujours là, lui, quel que soit le MyFreeSpace. Et en fait, on peut déployer un lit qui est comme ça. Hop, j'enlève le rangé. Donc alors je vais vous montrer directement un PDF que je viens de faire pour bien comprendre la chose. Donc ça c'est la vue du dessus. Ça c'est un lit double qu'on n'arrivait pas à faire dans le 52. Oui, bah, disons qu'il y a eu un peu plus de développement depuis. On s'est creusé un peu les méninges pour trouver les mécanismes surtout. Et en fait, donc c'est un espace bureau avant tout. Là, vous voyez un écran parce qu'on est en plein en train d'étudier, on va dire, la faisabilité de pouvoir fixer un écran en fixe sur le bateau. Ça, c'est pas encore, c'est pas encore sûr et certain, ça. Mais voilà, vous voyez des choses un petit peu. Là, il y a une option petite tablette supplémentaire au fond là-bas, voilà, qu'on est en train de développer. Donc, c'est un vrai espace de télétravail. Et la manipulation, elle est telle quelle, c'est-à-dire que il y a un abattant qui s'ouvre en deux parties, qui vient s'appuyer en grande partie sur le plan bureau. C'est pour ça qu'il y a un pied qui vient, on va dire, rigidifier l'ensemble. Ça se retrouve à plat. Et là, quand on déplace les deux matelas qui sont là, c'est divisé en deux. On a également caché derrière un petit surmatelas pour venir compenser la différence de hauteur dans cet espace bureau et ne pas abîmer le bureau. Vous avez vu précédemment qu'il y a des petits patins caoutchouc qui traînent là-haut. C'est justement pour pas abîmer le plan de travail sur lequel on vient se poser. Donc on vient mettre ce petit, on va dire, rajout de petits matelas ici pour être bien plan, et les deux parties que vous voyez ici, en fait, on les met à plat tout simplement. Voilà, et bon, là on est en train de travailler justement ce support d'écran qui sera peut-être toujours présent avec un petit cache ou quelque chose. Donc voilà la manipulation du MyFreeSpace numéro 2 qu'on a appelé Super Combo, puisqu'en fait c'est vrai qu'il y a du stockage en haut, il y a un peu de stockage en bas, c'est un lit double. Qui est confortable même pour une personne, évidemment. Hein, voilà. Et ensuite, alors ça, c'est le MyFreeSpace numéro 2. Je passe rapidement au MyFreeSpace numéro 3, qui est la cabine enfant. Alors celle-là, vous la connaissez un peu plus. Hop, je cache. Je rallume tout. Je suis désolé, il faut que je manipule en même temps. Pourquoi il n'apparaît pas celui-là ? Voilà. Donc celui-là, vous le connaissez un peu plus, c'est-à-dire que c'est deux lits superposés, rabattables, avec un petit plan dans le fond qui sert un peu de table de nuit quand les lits sont dépliés. Donc en fait, on peut en déplier l'un seulement ou les deux. Bon, celui-là, vous le connaissez puisqu'il existe déjà dans le 52 et 55.
avec une petite échelle en bois voilà, qui est stockée sur le côté pour accéder au lit du haut. Donc celui-là, je pense que je ne vais pas m'attarder plus que ça. Il me semble qu'il est bien connu sur 52 et 55. Il y a également ce MyFreeSpace Dressing. Donc ça, c'est vraiment un grand volume de stockage. Avec une porte en fond, donc tout le fond c'est un dressing en transversal avec un grand miroir. Bon, c'est grand stockage de fringues ou d'autres choses. Il y a la possibilité d'avoir des bacs également, surtout dans la partie dressing, en partie basse et haute là. Également sur les étagères, enfin voilà, c'est un peu comme vous souhaitez. Et en général, dans ce cas-là, c'est la coque bâbord qui devient propriétaire, vu que vous avez le grand dressing devant. Et la coque tribord qui sera un coque invité. C'est aussi pour voilà, des gens qui veulent stocker, qui vivent à bord toute l'année, qui veulent stocker beaucoup plus de fringues. Ou autre chose, hein, puisqu'en fait, ce n'est que des volumes de rangement, à part 2 tringles, tout le reste, ce sont des étagères, donc on peut y mettre ce qu'on souhaite. Hein. On peut y mettre des cirés, des gilets, voilà. Et puis... du coup, la salle de bain, elle est où quand on fait ça? Elle est en arrière. La salle de bain ne bouge pas dans cette La salle de bain dans le cabine, 48 ne bouge bâbord. pas. Ce n'est pas une cabine skipper, D'accord. attention, hein, c'est pas. Ouais. D'accord. Et puis il y a également un nouveau MyFreeSpace qu'on a développé sur ce bateau-là, qui est une cabine triple. C'est-à-dire qu'en gros, il y a toujours un matelas ici, donc il y a une seule personne peut très bien y coucher simplement ici. Hop, attendez, je cache quelques trucs qui apparaissent qui ne devraient pas. Et il y a également, on voit en partie haute, un deuxième lit qui voilà, peut se déplier. C'est exactement le même lit que la cabine enfant, mais si vous avez 2 enfants indépendants, à ce moment-là, vous avez un peu une cabine enfant avec un lit bas, un lit haut. Mais la particularité de ce combo-là, de ce MyFreeSpace-là, c'est d'avoir également un 3e lit qui, vous voyez, en dessous, on a des matelas pliés en 2. En fait, c'est le matelas de bâbord là, qui se plie en 2. La manipulation, c'est en gros, vous soulevez ce matelas-là, qui est simplement posé là. Et il y a il y a ce plateau-là qui est dessous. Voilà, qui n'apparaissait pas. Vous le rabattez. Et ensuite, on met le matelas. Alors hop, voilà, il est là. Vous posez le matelas dessus et vous vous retrouvez avec à la fin votre lit double. Ça évidemment c'est le même que celui-ci. Voilà. Et du coup vous avez quelque part une cabine où vous pouvez dormir à 3. Alors soit un couple peut dormir sur le lit double d'en bas et vous rabattez le lit du haut, soit 3 enfants, voilà, sur en gros 3 espaces de couchage, quoi. Donc c'est un peu la version de MyFreeSpace. Nous, en rigolant, on appelle ça boat people, mais vous avez 3 couchages d'appoint supplémentaires. Ça veut tout dire. Voilà. Non, mais c'est assez pratique parce qu'effectivement, vous pouvez. On sait que cette cabine-là, c'est pour multi-usage. Donc, vous recevez un couple d'amis, ils sont bien. Vous recevez des enfants, ils sont bien. Un couple, avec un petit enfant, ils sont bien également. Ils dorment dans la même cabine. Voilà. Et malgré tout, mine de rien, il y a quand même du volume de rangement partie basse. Voilà, si ces 2 matelas-là, qui sont vous avez bien compris, ce matelas ici, là, pliable en 2, il y a quand même des bacs gerbables en dessous, un peu de volume de rangement, voilà, en partie basse. On est d'accord que dans tous les MyFreeSpace, à part le normal, il n'y a pas de sommier, contrairement au. Tout à fait. Vous avez raison, en effet, il n'y a pas de sommier. Sorry. Yes. Shall we switch to English? Okay. No, there is comment on dit un sommier, tiens d'ailleurs. Slate bed. Bedspread, non? Bed slats. Bed slats. Ça, c'est le sommier. On switch en anglais ou pas? Je sais pas. Do we need to switch to English? Or... Non. Non, je crois que c'est OK. Je pensais que c'est... Ah non, pendant que j'ai cru entendre. Ah non, c'est bon. Ouais, j'ai entendu l'anglais, mais c'est bon.
Ok, donc voici les. Voilà, je vous ai présenté les 5 MyFreeSpace, celui-ci étant le dernier, qui s'appelle cabine triple, qui porte bien son nom puisqu'il y a 3 couchages possibles. Le premier étant bien sûr une cabine double standard classique. Oui. Qui est donc, je reviens, dans lequel vous avez un peu plus de. C'est vraiment une cabine double classique avec un peu plus de rangement. Voilà, celle-là avec beaucoup de volume de rangement sous le lit. Et là, en effet, il y a un petit sommier. Alors, dans cette configuration-là, il me semble que c'est un petit 3D. Mais. Ouais, exactement. Il y a des trappes d'accès sous les matelas? Oui, tout à fait. Donc les matelas sont posés sur des aquamats, donc ces petits sous-matelas aériens qui permettent de faire de la ventilation. Et donc en déplaçant un matelas et en soulevant ce revêtement, on accède à des trappes directement. Ouais. Mais on est bien d'accord qu'il y a des lattes là. Non, il n'y a pas de latte. Non, il n'y a pas de latte de sommier. C'est un aquamat, c'est un petit, vous savez, un petit genre sur matelas qui fait quoi, 1 cm ou 2 d'épaisseur? C'est un sous-matelas plutôt, je dirais. C'est un. Ouais. C'est un Et tissu ça permet 3D à l'air de circuler en dessous. Exactement. Voilà. En fait, c'est une manière de pas. Exactement comme sur le 45, on avait ce système-là qui est pour le coup très léger, assez compact parce qu'il évite de créer de l'empilement de côtes et donc optimise le rangement qu'il y a dessous tout en ayant un couchage assez bas pour que ce soit confortable de s'asseoir dessus. D'accord. Ah oui, Très bien. Du coup, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions parce que peut-être que Mathias doit présenter des choses quand même. Ouais. Non, c'est bon. C'est bon? Okay. On te laisse la main, Mathias? Oui, alors on va. Céline et Mathieu et Benoît, si ça ne vous embête pas, on va peut-être intervertir, présenter la 3D. Ouais, très bien. La maquette numérique. Oui, vas-y, absolument. Qui va être présentée par Vincent, qui est modeleur numérique, qui s'est occupé de toute la modélisation de notre 48. Donc on a vu en introduction, enfin en début de webinaire, on a vu des photos et des films, des pièces mères, du fraisage pour arriver jusqu'au moule et aux premières stratifications de ces moules. Pour ce faire, il faut un fichier 3D qui sera ensuite envoyé au fraiseur, à l'usineur, pardon. Voilà, et donc Vincent vous présente là l'ensemble de la maquette numérique, avec d'ailleurs un certain nombre de pièces d'accastillage ou en tout cas de pièces rapportées. Cette maquette, je crois que je vais te laisser expliquer, Vincent, c'est ce qu'il y a de mieux, de plus correct aussi. C'est qu'elle est modélisée par pièce, hein, donc ça correspond exactement au jeu de moule que le chantier va ensuite recevoir. Voilà, c'est parfait ça. Donc, je te laisse. Donc il y a énormément d'échanges. Ici en interne chez VPLP entre l'équipe design, le designer et Vincent, également l'architecte, afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit, ou les architectes plutôt, je corrige, puisqu'il y a l'architecte naval ici chez nous, mais également l'équipe de Franck, à savoir Vincent, et également le chantier pour se caler sans jeu de mots sur toutes les plages d'accostage, de collage entre les différentes pièces. Donc, je te laisse un petit peu la main, Vincent, si tu veux te décrire. Oui. Alors là, c'est assez simple, c'est un fichier de travail, donc c'est pas vraiment un fichier de présentation, hein. On est encore sur des pièces un peu techniques en visuel. Comme toutes les pièces sont parties en fabrication, il nous reste les pièces rapportées, donc on va dire bimini. Donc dernièrement, on s'est concentré sur les ajustages de l'ajustement des pièces. Donc c'est des petits désaffleurs. Donc c'est reprendre le travail du volume pour pouvoir faire les bons accostages. On peut voir certaines pièces qui sont encore en couleur parce qu'on fait des mouvements de pièces pour être sûr de ne pas avoir d'interférence entre les volumes. Donc pièce ouverte, pièce fermée.
Ça, c'est juste pour montrer un peu le process. On a fait tout un travail sur les sièges de bar, donc avec le démoulage, les angles de démoulage. Hop, on va le prendre à part. Donc c'est vraiment c'est un gros travail pour que la pièce puisse sortir en un bloc. Donc on voit celle-ci qui a un angle de démoulage. On voit qu'il est ici la petite ligne blanche et noire maintenant. Ce qui permet de démouler la pièce en une seule surface, enfin un seul moule. Donc tout ça, c'est un travail assez long et important à faire pour que ça puisse fonctionner, tout en intégrant bien sûr le design et le style. Et la technique. Et la technique qui Et va la à fonction, l'intérieur. exactement, la fonction aussi, je me permets de rajouter, Vincent, Oui. que c'est là où, pour ceux qui ont eu la chance de voir soit des photos, soit en réel le mock-up à la grande motte, le mock-up de cockpit, comme vous savez, on a beaucoup itéré sur la position de cette commande, son orientation, sa hauteur, etc. Et c'est grâce au mock-up qu'on a décidé de la baisser un petit peu, comme vous le voyez, par rapport à l'assise. Et ensuite, grâce à des échanges de modèles 3D entre nos fournisseurs, nous et Vincent chez VPLP, qu'on peut avoir la technique, par exemple, cette commande moteur avec toute la quincaillerie qui est en dessous, ainsi que le petit électronique qui se met derrière. Et en échangeant ces 3D, c'est là que Vincent peut opérer la magie, à dessiner des formes qui englobent au mieux la technique, tout en respectant les ergonomies souhaitées. Non, mais c'est bien, on voit l'envers du décor, c'est très bien. Oui. Les strates sont propres. Hein. Les strates sont très propres. Ouais. C'est quoi le morceau qui est jaune et bleu en gauche là? Alors, c'est une trappe ouverte et là, c'est son parcours de mouvement. Donc, c'est vraiment là, vous voyez une pièce technique et comment est-ce que je la travaille. C'est-à-dire que je vais d'abord modéliser en fonction du design la pièce et ensuite, je vais lui faire un mouvement et je vérifie avec une surface si elle n'est pas en interférence avec une autre zone. Donc ça, c'est vraiment, c'est pour ça que je vous disais, c'est un fichier de travail. Hein. Oui, ok. C'est une trappe. C'est une trappe, voilà. Exactement. De la baille à bout. Ce qui permet de voir, et une fois qu'elle est finie, elle passe dans la couleur du reste du pont. Ça me permet de voir toutes les zones de travail en cours, de faire des vérifications de sections, de montage. Vous voyez toutes les empreintes des capots, des banquettes, du coffre bouteille de gaz qu'il est en train de... Hein, hop, les cousins sont revenus, sont repartis. Donc il y a les 4, on va dire, grandes pièces, hein, et puis après, comme disait Benoît, plutôt une multitude de petits moules, voilà, qui sont les capots, les sièges de bar, le siège tribord, ainsi de suite. Oui, et tous les sièges ont été redessinés pour qu'il... Vous voyez la lèvre de collage pont-coque, hein, qui est à l'arrière du bateau. Hein. Voilà. Tout est modélisé, tout est rayonné. Le fichier, pour la faire simple, part chez l'usineur avec, évidemment, il part chez OBE, chez Benoît. Il y a toute une vérification, des ajustements aux besoins. Ensuite, ils n'ont plus qu'à, entre guillemets, appuyer sur le bouton et la fraiseuse fait ses passes pendant des semaines et des semaines pour arriver au moule, au produit final qui est le moule polymiroir qu'on a vu à la fin, là, en vert. Et dans les voilà, donc on est à un stade où vous l'avez vu, et donc le fait là, c'est. Pardon, il y a eu un peu de lag. Ouais, il y a eu un mélange. Non, je disais, on est à un stade où donc les grandes pièces qui sont les plus longues à préparer en termes d'outillage sont en usinage ou même déjà utilisées pour ce qui est de la coque. Et on a encore des pièces en fin de conception. Le Bimini, les formes finales de Bimini ont été travaillées tout l'été et ont été envoyées au mois d'août. Donc c'est tout frais. D'autres pièces comme les sièges, le siège de bar qu'on vient de voir est encore en travail, encore des échanges à avoir entre VPLP et nos chantiers et le fabricant de la pièce.
Et on a encore, voilà, encore une petite, je dirais une petite dizaine de pièces comme ça qui sont pas encore finalisées. De pièces composites. On peut faire un point sur le pod électronique, là, parce qu'on a appris récemment qu'il y aurait plus l'électronique sur le plexi et que ce serait un pod. Alors là-dessus, il y a eu peut-être je pense qu'il y a eu un petit quiproquo de communication dans l'été. Globalement, ce que vous avez vu sur le mock-up et sur les premiers rendus, c'est toujours ce qu'on pense bien pour le bateau. Donc on a toujours un emplacement. Alors c'est pas sur plexi sur le bateau, c'est directement sur la façade arrière de roof que là vous voyez blanche. On a toujours ici l'emplacement préférentiel pour l'électronique. Donc un traceur de cartes, les démarrages moteurs, un répétiteur H5000, etc. Pour autant, certains propriétaires nous ont dit qu'ils n'étaient pas sûrs d'aimer cette position assez basse de l'écran et auraient aimé l'avoir plus haut. Et donc, on a simplement vérifié la possibilité de faire ce qu'on faisait sur le 45, tout simplement un pod sur rotule, hein, les pods composites que vous connaissez, sur lequel on peut mettre le 2 9 et 12 pouces, et qui seront du coup au-dessus du roof. Alors là, je sais pas si j'ai un visuel, mais en tout cas au-dessus du roof, à droite des winches, tout simplement. Je peux zoomer, Vincent, peut-être. Ouais. Voilà, entre les winches et le hublot. Et le capot. Voilà, exactement. Dans ce triangle-là, vous pouvez avoir un pod. Donc c'est à nouveau, c'est juste l'avantage du mock-up. Le mock-up nous a permis de découvrir des avis différents et divergents autour de l'électronique, ce qui arrive régulièrement. Et donc on a dit, ok, on ne pensait pas nécessaire ce pod en début de projet. Là, parce que la question nous a été posée plusieurs fois, on a vérifié et c'est possible de l'avoir. Donc là, c'est vraiment à la configuration qu'il faudra que vous précisiez si vous souhaitez le traceur de cartes sur la façade arrière de roof ou bien sur un pod au-dessus du roof. Okay. On est d'accord que la baille à bout au pied de la façade arrière du roof, elle est faite pour pour ranger les bouts qui arrivent des winches. Tout à fait. Exactement. Et je sous-entends peut-être une question à ça qui sera très pertinente si elle vient à être posée. C'est les bouts vont tomber devant l'écran. Et effectivement, c'est le cas. Donc, on est en train de travailler sur... on sait depuis le début du projet qu'on doit travailler sur des pièces type déflecteur qui vont faire le tour des bouts, le tour des écrans au bout. Et ces derniers temps, la semaine dernière, on discutait justement avec les équipes de VPLP d'une double fonction qui pourrait être à la fois une main courante et un déflecteur de boot. Donc, je pourrais, je suis en train de regarder si je peux vous montrer un tout début d'idée. Alors, c'est pas encore une forme finale parce qu'on itère sur cette forme. Non. Mais bougez pas. Ça te va si je récupère la main une seconde, Vincent? Oui, bien sûr. Merci beaucoup en tout cas pour ces belles images parce que c'est quand même la maquette vue par les logiciels et les mains du designer sont quand même les plus belles à voir. Il y a des réactions d'ailleurs là-dessus, je ne sais pas. Pardon, Céline ? Je demandais s'il y avait des réactions auprès des futurs propriétaires de ce qu'ils voient. C'est beau. Très beau, merci. Très chouette. On peut avoir éventuellement les deux ou non? D'avoir le pod au-dessus les écrans. Et les écrans en façade arrière. Oui, mais ça fait plus de sens si tu as le pod d'avoir un bel écran à la table à cartes pour l'usage cockpit et intérieur. Ouais, ça, je pense aussi. Ça y est, je récupère ça. Donc on a... Ah ben voilà. Alors vous allez voir, je pense que ce sera la dernière partie de la présentation, mais vous avez vu la maquette 3D des designers d'intérieur avec Franck et Vincent. Vous avez vu la maquette des designers d'extérieur et des modeleurs, donc ceux qui rendent vraiment tout le caractère au bateau et les formes aussi finement dessinées. Ça, c'est avec les logiciels de VP utilisés chez VPLP là, par Vincent. Et vous allez voir maintenant un autre logiciel qu'on utilise chez Outremer, qui est pas un logiciel de modelage, mais un logiciel d'assemblage.
de conception mécanique qui s'appelle Creo. Donc les images sont moins jolies, c'est moins agréable à voir, mais c'est vraiment pour de la technique pure et de l'assemblage, de la validation d'interaction entre différents systèmes et également de la mise en plan. C'est très beau. Nous, C'est beau. Creo, exactement. Son petit nom, c'est Creo. C'est magnifique, Benoît. Ne te force pas, Mathias. Non, mais c'est vrai que c'est parfois bizarre de voir plein d'écrans différents. On a l'impression qu'on monte le même projet et pourtant, ça n'a rien à voir ce qu'on montre à l'écran. C'est juste des corps de métier différents. Nous, chantier, nous sommes assembleurs d'éléments qui sont dessinés par les équipes de designers intérieurs et extérieurs et d'architectes. Et quand ça arrive dans nos bureaux, c'est le côté esthétique à l'écran est moins important. En tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que on a travaillé donc sur l'intégration du pod au-dessus du roof. Ça donnerait ça. Donc c'est possible. On a un passage de câble possible. Ça laisse quand même la possibilité d'ouvrir le panneau de pont juste ici. C'est tout à fait possible. Et l'accès depuis je regarde d'au-dessus, en étant ici en train de manœuvrer, l'accès est relativement facile. Donc c'est une possibilité. Mais pour ceux qui croient en la version instrument sur la façade arrière de roof, on a, alors j'ai pas tout chargé, parce que plus on charge un modèle d'éléments et plus il est long à faire tourner. Mais il faut s'imaginer les deux winches qui sont là-haut, les bouts qui vont descendre. L'idée, c'est qu'on parlait de sécurisation du poste de barre, qui est un des objectifs aussi du modèle. Ouais. Donc, ce siège avec le retour de dossier participe beaucoup sur la sécurisation du poste de barre et également la prise de main quand on est en train de manœuvrer. Pour éviter de se raccrocher au winch ou au boot. On a fait deux choses dans cette zone. On a commencé par travailler la forme même du pont. Donc on a une forme, cette forme de goulotte a un double objectif. D'une de dévier l'eau ruisselante vers l'extérieur du cockpit, chose qu'on n'avait jamais fait aussi bien que sur ce modèle. Et la deuxième, ça peut être une prise de main. Mais comme on a vu également ce challenge des boots, c'est dit, est-ce qu'on ne ferait pas une vraie prise de main costaud sur laquelle on pourrait même s'accrocher avec un harnais qui en plus aide à garder les boots sur l'extérieur. Donc ça, c'est une première ébauche. On pense qu'elle répond partiellement à la fonction, peut-être pas complètement. Donc on va continuer à itérer sur la forme, mais l'idée là, c'est que les bouts descendront d'un côté ou de l'autre de la main courante. Évidemment, si vous les y emmenez, il faut quand même un petit peu de volonté. Et ce qui est en dessous restera visible. Et on voit la baille à bout, effectivement, juste en bas ici. Voilà, tu veux dire par là qu'ils vont être sur le côté droit de la main courante, c'est ça? Tout dépend lesquels. Moi, je m'imagine en navigation, j'aurai très probablement mon écoute de grand voile qui sera lovée et posée proprement à plat pont, prête à choquer. Donc, elle ne sera pas dans la baille à bout, donc elle sera plutôt détournée par ici, par le côté extérieur. Alors que des prises de riz, peut-être qui ne sont pas utilisées dans des belles conditions, elles passeraient sur la droite et resteraient dans la baille à mouillage. Baille à bout. Pardon. J'ai une question, excusez-moi. Moi, les bailles à bout, je sais pas, par expérience, je trouve que ça s'en mêle beaucoup. Est-ce qu'on peut quand même avoir un système d'accroche de boot, notamment, je pensais par exemple, à l'écoute de grand voile, qui soit sur le côté du roof à gauche, à bord. Et en plus, moi, l'histoire de votre petite barre là, qui sert de déflecteur, j'ai quand même une petite inquiétude parce qu'il y a une courbe. Et en navigation, je crains que les bouts glissent le long de la courbe et que finalement, la nature faisant ce qu'elle veut, que ça se retrouve au centre. Et justement, c'est tout le sujet de cette main courante aujourd'hui, c'est la rendre la plus fonctionnelle possible pour retenir les bouts, sans pour autant que les bouts se bloquent. Parce que c'est ça qu'il faut éviter. On ne veut surtout pas pendant un affalage de grand voile, par exemple, si dans le fond de cockpit ou dans la baille, une cocotte s'est créée,
qu'elle vienne se bloquer au niveau de la main courante et qu'on soit obligé de revenir au poste de barre pour la débloquer. Donc l'art subtil, ça va être de dessiner la forme qui à la fois permette de diriger les bouts et les garder sur l'extérieur sans pour autant risquer de les bloquer. C'est pas la forme définitive. Non. Non, pas du Ouais. tout. Non, c'est la D'accord. première ébauche. On a dessiné cette main courante pour la première fois en début de semaine ou fin de semaine dernière. Et donc, on la met là, on la regarde un petit peu tous les jours. Et puis, parfois, sur un bout de table, on dessine une forme un peu différente. Mardi, j'ai entendu parler de forme champignon. Alors, on a essayé de dessiner des champignons. Voilà, on itère. Merci de tant que- nous permettre d'avoir un pod au-dessus. C'est très bien. Ah, bah, très bien, je suis content. Moi aussi, je pense que c'est Tant que vous mangez pas les champignons, c'est bon. Par contre, au niveau de la surface d'utilisation pour mettre les instruments, et en particulier si on a un Nemesis 9 pouces à l'arrière, on a une zone d'utilisation qui est définie Oui. où on peut aller très à droite Non, jusqu'à la porte d'entrée. Non, ça pour le coup, c'est une zone qui est définie tout simplement pour une raison structurelle, parce que derrière la façade de roof, on a une cloison structurelle, la cloison de roof, qui est une des cloisons principales. Donc on a une zone bien définie dans laquelle on ne peut pas sortir. Pour définir cette zone, on a imaginé plusieurs configurations. Certaines d'entre elles sont avec des Nemesis, effectivement, parce qu'on sait que ça devient de plus en plus populaire. On ne pourrait pas, là, vous voyez assez clairement, la cloison structurelle, c'est la cloison verte. On ne pourrait pas avoir à la fois un plotter 12 pouces et un Nemesis. Par contre, on pourrait avoir un Nemesis, le H5000, les démarrages moteurs, etc. Donc, je les ai pas là à l'écran facilement, mais on a développé plusieurs configurations qu'on pourra vous rendre disponibles dans quelques semaines, je pense, afin que vous puissiez vous reconnaître dans une configuration ou une autre, ou éventuellement nous challenger dans une à laquelle on n'a pas encore pensé. Ok. Super. Comment vous Voilà. assurez l'étanchéité? J'avais une dernière petite question sur au niveau de la commande moteur par rapport au carré extérieur et justement le taux qu'on met. Est-ce qu'en fait la commande moteur elle se retrouve du coup quand on ferme le taux côté intérieur ou est-ce qu'elle vient directement en contact? Est-ce que l'étanchéité est à peu près, enfin l'étanchéité partielle est vue? Donc la commande est clairement côté intérieur du Bimini. Là, je n'ai pas allumé le Bimini, mais il est dans le prolongement de ce capot. Donc la commande est côté intérieur de la toile. Et ça veut dire qu'on demandera au sellier de créer une petite fenêtre pour pouvoir piloter à l'extérieur, même si votre toile est complètement fermée. Et donc voilà, donc le côté au sec de la commande est plus naturellement résolu ici que sur les modèles 52, 55. Donc sur les modèles 52-55, on avait le contraire. La commande était à l'extérieur et on avait une petite fenêtre dans la toile de fermeture de cockpit pour pouvoir accéder à cette commande de l'intérieur. Là, c'est juste l'inverse. Sachant que ça ne doit pas être super pratique de la commander de l'intérieur, non? On l'utilise plutôt de l'extérieur? Parce qu'elle est en hauteur? Oui, mais en fait, les deux sont possibles et j'ai entendu plusieurs skippers dire qu'ils manœuvraient le bateau du fond de cockpit. Donc ça dépend vraiment des usages. Je pense que vraiment il faut se faire la main à chaque bateau pour voir quels sont les postes les postes de manœuvre préférentiels, mais on a toujours, dans la nouvelle génération Outre-mer, on a toujours positionné ces commandes pour être accessibles depuis le haut comme le bas. Et le 48 répond à ce même cahier des charges. Et donc, selon les personnes, selon les habitudes, peut-être selon les places de port aussi, vous aurez plutôt envie d'être en haut ou d'être en bas. J'ai une toute petite question qui n'a rien à voir avec ça, mais on voit toujours les panneaux de photovoltaïque qui sont au-dessus du Zodiac. Est toujours beaucoup plus petit que l'espace réel qu'il y a entre les coques, le passage des coques. Et on a augmenté d'un panneau par rapport à la génération précédente. On avait 4 panneaux, on est passé à 5 panneaux.
Il en reste encore peut-être d'un, mais bon, voilà. Je me posais la question tout le temps, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu plus grand encore? Parce que c'est l'endroit où elles sont les plus efficaces, clairement, que par rapport en dessous la baume. Elles sont plus efficaces surtout de par leur technologie. C'est des panneaux ventilés par le dessous avec un châssis assez important. Et donc c'est vrai que c'est des panneaux très efficaces en termes de production. Pour autant, ils sont aussi moins efficaces en fin de journée puisqu'ils sont très vite à l'ombre. Ouais, de toute façon, la baume, la baume et la voile sur le Bimini est toujours problématique. Hein, Non, mais je voulais savoir si c'était possible ou non. Non, on n'ira pas plus loin que ça, particulièrement pour une question de souplesse de pièces. On a déjà élargi ce cadre flottant et si on l'élargissait plus en mettant encore plus de poids dessus, on devrait le raidir tellement qu'on ferait un cadre très très lourd pour le rendre assez raide. Donc là, on était déjà un petit peu frileux d'augmenter. Ça y est, on a fait un prototype l'an dernier, on l'a bien éprouvé, on est content du résultat. Donc maintenant, c'est devenu le nouveau standard des panneaux solaires de Bossoir. Mais je ne pense pas qu'on ira beaucoup plus loin que ça. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si Ben, tu avais encore d'autres trucs à partager. Je crois que c'est pas mal. Ouais, voilà, c'était histoire de. Enfin, je pense que c'était bien de voir les différents types de maquettes numériques et ce qu'on fait avec chacune d'elles. Ah, c'est chouette. Ouais. Après, il y a les plans, mais c'est pas très marrant, peut-être. Ouais, on gardera ça pour la prochaine fois. Là. Ouais, pour la prochaine fois. C'est pas très fun, là, ce que j'ai à vous partager. C'est des plans Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, je m'appelle Gwendal. Donc, je voudrais revenir juste sur les écrans qui sont juste dessous les winch. Donc, avec la petite barre. Je voudrais savoir, parce que c'est vrai que pour quelqu'un qui est assis à l'arrière, si vous avez besoin de lunettes, même si vous mettez un grand écran, ça reste une certaine distance. Après, vous avez aussi la barre qui est là, vous avez peut-être des gouttes. Est-ce que ça ne serait pas, même si vous mettez celui qui serait éventuellement amovible au-dessus, est-ce que ça ne serait pas peut-être possible ou judicieux de le mettre en fait, les côtés amovibles, mais à côté du contrôle moteur? Donc, vous avez l'écran, tout ce qui est à côté devant, c'est pour les boots, les voiles, etc. Et quand vous êtes assis devant votre barre, là, vous avez tous vos instruments. Ça, c'est un instrument, un grand écran qui est sur le côté, et vous pouvez le basculer de l'autre côté quand vous mettez la roue, la barre à l'intérieur, par exemple. Et donc, vous contrôlez tout de votre siège et non pas être obligé d'aller regarder devant, loin. Et vous n'aurez plus de problème de bout, quoi que ce soit. Info. Donc, vous dites, je suis juste pas sûr d'avoir compris, fixé sur le ciel, sur oui, alors, je pense que c'est ça, Benoît. Ah, moi, j'ai pas compris ça. C'est ça, fixé ici, à cet endroit-là. Moi, j'ai compris que c'était en arrière du panneau coulissant, sur le mini. Oui, moi aussi. Donc, là, vous avez les commandes moteurs, un peu plus se décaler sur la droite, avoir un grand écran qui puisse basculer du haut vers le bas, donc de l'autre côté, pour quand vous amenez la barre de roue à l'intérieur, vous pouvez toujours gérer de l'intérieur votre grand écran, c'est pas juste à l'envers, mais avec une touche, vous remettez l'image droite. Et quand vous êtes assis sur votre siège avec votre barre devant, donc il est sur votre droite et vous pouvez pianoter et faire tout ce que vous voulez de là. Alors, Benoît, c'est l'idée qu'on avait eue sur la colonne de barre, tu sais. Non, mais non, c'est encore autre chose. C'est bien, et en mais fait, on pourrait répondre avec ça. Et en fait, la position dont vous parlez, elle a presque, plus ou moins été testée sur le 52, les tout premiers 52. Là, si Vincent est encore là, c'est peut-être mieux qu'il reprenne l'écran, parce que c'est peut-être avec le Bimini et la commande moteur, ça sera peut-être plus facile. Le mien, oui. Non. Il est encore là. Alors, et en fait, sur les tout premiers 52, de vue pour ceux qui sont à l'intérieur, mais quand quelqu'un est assis, ça ne gênera absolument pas la vue, en fait. Voilà.
En fait, sur le 52, les tout premiers 52, on avait mis l'écran exactement là où vous le décrivez, sauf qu'il était, au lieu d'être posé sur le siège, il était suspendu sous le Bimini. Oui, Et, tout à fait. et en fait, on a été critiqué très vite parce que c'était pas ergonomique, pas agréable et pas naturel de devoir, quand on est à la barre en train de regarder devant, de devoir regarder à 90 degrés sur le côté, se baisser. Et On se a baisser souvent surtout. on a se Il était trop baisser, on bas. a souvent la toile de fermeture des cockpits D'accord. qui baisse encore la vue. Et donc, en fait, en étant assis et en regardant vers le bas, on ne voyait que la moitié de l'écran. Même si on enlevait la toile et qu'on la voyait complètement, ergonomiquement, c'était vraiment pas plaisant. Et en fait, au bout de 3 bateaux, la majorité a conclu finalement que c'était vraiment plus pertinent de l'avoir en avant de la descente qu'en arrière. Donc, en termes de distance, j'espère que vous serez agréablement surpris, mais en termes de distance, on est sur les mêmes distances que le 52 entre la barre à roue et la façade arrière de Roof. Voire un tout petit peu plus petit. Donc, c'est-à-dire que la distance actuelle, quand vous êtes en train de barrer le 52 à votre écran, serait presque identique ici. Et si pas identique, elle sera un tout petit peu plus courte. Et Benoît, on a toujours la possibilité de la solution en bout de colonne de barre. Oui, mais celle-là, c'est un concept, Mathieu, qui ne fonctionne pas encore, sur lequel on travaille, mais qui ne fonctionne pas encore. Et surtout, c'est un concept qui fonctionnerait pas bien, à mon avis, sur le 48, parce que le passage entre la colonne de barre et la découpe du Bimini, elle est étroite. Et donc, si on rajoute un écran, l'écran va forcément prendre de la place dans ce passage-là. Donc, non, vraiment, pour moi, ça, c'est pas une bonne solution du tout sur le 48. Et pour être complet sur le sujet, le pod en arrière du panneau coulissant, vous l'avez testé aussi, je crois. Le pod sur le Bimini en arrière du panneau coulissant, juste à côté, au-dessus des commandes moteurs, mais sur le Bimini, vous l'avez testé aussi. On la rigole là. Ouais. Ouais, on l'a testé dans le sens où on sait qu'on sait le faire, qu'on saurait le faire, mais à nouveau, en fait, on a la hauteur de celui qui est à l'avant, mais avec l'ergonomie un peu moins bonne, qu'il faut tourner le cou à 90 degrés pour voir son écran. Et pour ceux qui souhaitent manipuler l'écran à distance, par contre, qui n'ont pas de souci avec la distance à l'écran, mais qui veulent pouvoir le manipuler depuis le siège barreur, là, on a une télécommande, enfin une commande plutôt, qui se pose en arrière des commandes moteurs et qui est faite pour pouvoir zoomer, dézoomer, changer de menu, changer d'affichage. À côté du pilote. Là. Ouais. Donc là, mais vous nous mais on vous réserve le meilleur pour la fin. Donc elle est pas montrée sur cet écran, mais c'est pour ça qu'il reste beaucoup de place là sur la partie composite. C'est parce que voilà, exactement dans cet endroit-là, il y a le pad. Là, on peut manipuler l'écran. Voilà. Vous savez, c'est le type de pad qu'il y a maintenant dans beaucoup de voitures modernes où on a une grosse roue au milieu et ça pilote l'écran de bord. Eh bien, il y a la même chose disponible avec BNG. Donc, dans la config électronique, si l'emplacement avant, que ce soit l'emplacement façade arrière de roof ou pod au-dessus du roof, dans les deux cas, si vous voulez pouvoir le piloter depuis le siège de barre, il vous faut demander cette commande.